Donc, merci beaucoup, Exagérie, d'être avec nous ce soir. Donc, en fait, on va commencer par comment l'idée de ce film vous est venue. Parce que, donc, nous demandons, ils m'ont raconté que, en fait, c'est nous qui est allé l'arbitre proposer de réaliser un film sur Nasty One. Donc, pourquoi pourquoi cette envie d'un film sur ce groupe? En fait, il y a eu convergence de plusieurs éléments euh, qui m'ont amené à tout d'un coup à m'imposer cette envie de faire un film avec Nasser Rewan. Euh, donc, la première des choses, c'est que j'ai distribué le film de Alia Maliam, qui, comme vous le savez peut-être, est ou s'ouvre sur la voix de Larwi Batma, qui m'a tout de suite séduite. Euh, à côté de ça, moi je connaissais pas tellement le groupe, en fait je ne connaissais même pas du tout, hein, mais j'ai découvert cette voix à partir de là. Deuxième convergence, une de mes amies françaises qui est mordue du Maroc m'apprend qu'il y aura un concert, le premier concert de Nassel Rewan à Paris au Palais des Glaces. Et elle me dit, il faut absolument venir. Et troisième convergence, j'étais à ce moment-là lancée dans la distribution de films en Afrique. Je distribuais des films africains et des films non africains en Afrique. Et en particulier, comme j'aime beaucoup la musique, et en particulier le reggae, puisque c'était la grande période du reggae à ce moment-là, je me mets à acquérir les droits de tous les films de reggae qui arrivaient en France. Donc de Hard As Come, Bob Marley, Reggae Sunsplash, etc. Toute cette vague de films. Alors, les droits, à l'époque, quand on prenait des droits en France, on prenait ceux de l'Afrique francophone en même temps. Et donc, moi, je m'arrangeais pour avoir les droits pour l'Afrique francophone. Et c'est comme ça, après avoir vu et aimé le film Exodus de Bob Marley, qui n'était rien d'autre qu'une captation de concert, j'ai dit à Manouni, il faut vraiment faire une captation de concert de Nassel Rewan, d'autant qu'ils allaient se produire au grand festival d'été de Carthage en 80. Voilà. Et nous sommes donc j'étais prête à prendre, à me lancer dans l'aventure d'une captation de concert, tout simplement. Ce que je ne savais pas, et c'est là où, où- où l'aventure a pris des proportions, c'est que à ce moment-là, Manouni me dit, oh ben non, on va pas se contenter d'une captation. Lui, il avait déjà une, une approche de Nassel Rewan que moi, je n'avais pas, et non seulement de Nasser Rewan, mais de, de, du documentaire. Moi, à l'époque, j'étais très loin d'imaginer qu'un jour, moi-même, je ferais du documentaire. Et donc, après avoir filmé le concert, au retour, quand on a regardé les rushs et tout ça, ils ont dit, ah ben non, non, il faut vraiment faire un vrai documentaire. Et le documentaire s'est fait, je dirais, presque au jour le jour. C'est-à-dire, il n'y avait pas un scénario préalable, on n'a pas fait les subventions, d'ailleurs à l'époque, il n'y en avait pas, hein. Et donc, comme ça, je me suis trouvée du jour au lendemain à m'embarquer sur une aventure qui était infiniment plus grande que moi, en tout cas que mes capacités à la fois économiques, professionnelles et tout, mais il n'empêche que après bien des efforts et bien des aventures, ben, le film est ce que vous avez vu ce soir avec son histoire, qui est quand même une histoire assez légendaire, avec l'intervention de Martin Scorsese, qui lui ne s'est pas trompé dans ses goûts de musique. Voilà l'aventure de transe qui m'a mise en transe.
Oui, je sais, elle de bien. Et en fait, pour revenir un peu au que vous disiez, au début, c'était l'idée de faire un team de catastrophe concert, et ensuite vous êtes embarqué dans une aventure de toute autre envergure. Euh, donc, est-ce que ça a été difficile de produire ces films, surtout à ce moment-là, et je l'ai noté dans l'entretien avec Elma Aloni, c'était aussi les années de plomb au Maroc, c'était un contexte assez particulier. Est-ce que, donc, quelles sont, je dirais, les difficultés les plus importantes que vous avez rencontrées dans la production de ce film? Et d'un autre côté, quels ont été les moments les plus heureux, les moments plus heureux? Alors, pour moi, les moments les plus difficiles, compte tenu de mon inexpérience à ce moment-là et de mes manques de moyens, ça a été surtout des difficultés économiques parce que je n'avais pas d'autres ressources que d'emprunter à droite et à gauche. J'ai d'ailleurs un petit cahier d'écolier avec toute la liste de des personnes qui m'ont prêté de l'argent, la famille, les amis. Etc. Puisque à ce moment-là, il n'y avait ni les chaînes, ni les subventions, en tout cas. Donc, c'était une aventure euh, à assumer. Bon, j'ai eu quelques aides pratiques au Maroc, notamment avec Souel Ben Barka, qui m'a épaulé dans cette aventure, avec quelques interventions du CCM sur le plan matériel. Mais sinon, tout ce qui est la fabrication elle-même en dehors des tournages, ça a été, bon, bah, il a fallu assurer jusqu'au bout. Et donc ça a été assez, pour moi, un sacré défi à relever. Mais voilà, au bout d'un certain temps, on y est arrivé. Et puis, il y a eu cette projection les moments heureux, c'est que, comme je suis quand même, je crois, assez, assez aventurière, je me suis dit, mais on va le montrer non pas à Cannes officiellement, d'ailleurs à l'époque, il n'y avait pas de documentaire au Festival de Cannes, mais en marge du Festival de Cannes, j'ai organisé une projection rue d'Antibes. Et non seulement j'ai organisé cette projection rue d'Antibes j'ai organisé une fête marocaine avec mon ami Maurice Saint-Champ qui venait de... Et puis voilà que la fête marocaine a un retentissement incroyable sur la Croisette. Et en tout cas, au-delà, encore une fois, de notre petite entreprise, hein, on avait l'Amicale des Marocains, on avait mon ami Taïeb Sediki, qui était au ministère de la Culture à ce moment-là, nous a envoyé des pastillas. Enfin, donc c'était à chaque fois, c'était le résultat d'aventure. On peut dire que c'était une aventure. Et c'est comme ça que le film a été sélectionné au festival à New York. Et c'est comme ça que Martin Scorsese a vu le film. C'est comme ça qu'il est tombé amoureux. Et donc voilà un des moments heureux, hein, et une des conséquences heureuses de cette aventure. Comme je le disais au début, le film Trans a été le premier film à être restauré par la Film Foundation Smart Cinema Project, initié par la Foundation en 2007. Et donc, et vous avez fait une projection qui a été un peu le lancement de la deuxième du film en 2007 à Cannes, c'est ça? C'était à Cannes, à Skip. Absolument. D'ailleurs, jusqu'à ce jour, la World Cinema Project a les droits de distribution mondiaux. J'ai récupéré ceux enfin, la Aura, la société de production, a récupéré les droits de la francophonie. Hein, donc, mais jusque-là, effectivement, le film poursuit. Bon, il poursuit sa tournée à travers des événements, des festivals comme le vôtre ce soir d'ailleurs. Donc, oui, et d'ailleurs, merci beaucoup, donc, parce que c'est grâce à vous que nous avons pu donc avoir le film version Australie avec sous-titres en français pour pouvoir le montrer ce soir.
Donc, on faisait référence au fait que dans l'époque, on n'avait pas encore une expérience de liste de cinéma, mais je voulais dire en fait que aussi, d'un autre côté, ça a dû être très compliqué, mais de l'autre, c'est ce qui a garanti une grande liberté au film. Ah bon, total d'ailleurs. On a eu la présence tout à fait providentielle d'un grand sociologue qui s'était beaucoup penché sur les Gnawa, qui était Georges Lapassade, qui avait d'ailleurs fait toute une thèse sur les Gnawa, et qui, je crois me souvenir que dans son commentaire sur ce tournage et sur ce film, il disait que c'était... euh, en fait, c'était comme de la pop, non pas de la pop musique, mais c'était de la folk, que c'était un folk réalisateur, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas vraiment euh, préalablement écrit, préparé, balisé. Les choses se sont faites un peu comme ça, en, en suivant les intuitions, les événements. Et puis, en même temps, Manouni avait, comme il a dû vous l'expliquer, il avait aussi sa vision, sa direction qui était d'aller à la source de chacune des musiques, de chacun des groupes, à la source d'inspiration de chacun des groupes. Et donc, c'était à la fois quelque chose d'extrêmement improvisé, mais en même temps qui avait sa place. Ben oui, parce qu'en fait, comme Manuel me disait quand on a échoué au début janvier, et d'ailleurs, en nouveau, je vous encourage à regarder l'entretien en écouté sur la chaîne YouTube de ce dialogue Afrique. On le fera en ligne juste après ce soir. Donc, en fait, oui, il me disait que, et on le voit dans le film, en fait, il nous montre c'est un film qui est comme un work in progress, donc qui se construit au fur et à mesure, et on le voit, mais qui repose également sur une profonde connaissance qu'il a de chacun des membres du groupe National One. Donc, finalement, c'est comme s'il y avait un personnage au pluriel, comme en tant que personnage principal du film. Et donc, il y a cette double dimension à la fois en fait, une grande spontanéité, mais qui repose sur une connaissance de longue date. Donc, c'est comme si on faisait une esquisse là sur le vif, mais en fait, on vous laisse très bien dans le sens léger d'une certaine manière. Mais, et donc, on voit une manière de faire du cinéma assez particulière et qui a pu voir le jour grâce à cette liberté que vous aviez dans votre tendance en termes de moyens. Mais combien de temps le tournage a-t-il duré? Je pourrais pas vous dire précisément parce qu'on n'avait pas vraiment les feuilles de service. D'ailleurs, il y avait quelques imprévus sur les tournages. Par exemple, on avait organisé un tournage à Casablanca dans un lieu particulier pour une scène particulière. Ah ben non, il y a un des musiciens qui est pas venu parce que il avait un empêchement ce jour-là. Donc il fallait faire face. euh, aux impondérables et aux imprévus. Et donc, voilà, ça s'est fait comme ça, au coup par coup. Donc, en gros, il y a eu trois, enfin, il y a eu trois gros tournages, enfin, trois gros tournages. Il y a eu celui de Carthage, puis il y a eu celui du Maroc, et celui du Maroc, il y avait, vous avez pu voir dans le film, d'aller à Haï Mohammadi, aller au cours de musique de Hallel, et puis ensuite accompagner Omar Sy dans son village berbère de l'Atlas. Donc, euh, et puis enfin, et c'est le clou de ce tournage et qui était chargé d'une émotion particulière, c'était celui d'Agadir. Parce que
en fait, nous, on n'a pas organisé le concert. Il était prévu ce concert à Agadir et Nasser El était au fait de leur renommée, de leur succès. Et donc, il y avait énormément de public. Et ce soir-là, il y avait une espèce de nervosité parce que le public a dévalé les gradins pour aller se mettre autour de la scène qui était au milieu du stade. Et ça, c'était absolument pas prévu. Donc, c'était quelque chose d'extrêmement tendu à gérer, mais qui a donné ces scènes d'une force incroyable dans le film. Donc, voilà par exemple un des événements imprévus, hein, qui, au final, a servi le film. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, c'est un film assez donc, complexe sur plusieurs niveaux. Donc à la fois, donc, il y a la captation des concerts, il y a aussi, je dirais, la reconstruction au fur et à mesure en fait, d'un processus de création musicale où le réalisateur va puiser en fait aux sources de ce matériau qui ensuite les musiciens retravaillent. On voit à la fois la transfiguration donc des musiciens et du public en même temps dans cette forme de transe. Et il y a aussi, donc on fait le lien avec donc la trance aussi comme élément de la culture populaire marocaine et comme on voit aussi des formes de trance sociale. Et tout cela, donc, c'est comme s'il y avait une jonction entre la dimension donc, individuelle, biographique des musiciens et la dimension collective de tout un peuple, mais qui finit aussi par dépasser donc, le cadre du Maroc pour faire retentir quelque chose de profond dans chacun de nous, n'importe où et n'importe quand quand on regarde le film, il y a cette émotion que le réalisateur a réussi à toucher et à rendre à l'écran. À votre avis, quelle est la plus grande force du film? Eh bien, je crois que la plus grande force, je me demande si, à travers ce que vous dites, euh, ce que vous dites rejoint au fait ma motivation profonde de m'être lancée dans la production de ce film. C'est que quand j'ai vu le concert, moi, c'est la première fois que j'allais voir un concert de musique marocaine à Paris. J'avais pas vraiment, bien que marocaine, j'avais pas cette culture de la musique contemporaine marocaine. Mais quand j'ai vu dans la salle, lors de leur concert, l'effet de leur musique sur le public, que j'ai vu bon, aujourd'hui, avec toutes les règles de sécurité, etc., je ne sais pas si on pourrait reproduire une scène comme il y en a dans le film où le public monte sur la scène, danse avec les musiciens, mais j'ai été fascinée par l'extase et l'effet de la musique sur le public. J'aurais presque fait un film sur le public autant que sur Nasser Rewan eux-mêmes. Et donc, je Oui, pense donc, que voilà, le public était en transe euh, et la musique. Et c'est vrai que aujourd'hui, on recherche d'ailleurs l'effet de transe. Hein, quand il y a eu les rave parties, hein, quand on voit un film comme Sirat, comment il démarre sur des scènes de transe musicale, euh, c'est vrai que c'est un besoin qui va au-delà de la musique marocaine. mais c'est peut-être lié au fait que la trance, c'est une forme de résistance, comme on le disait dans l'échange avec Emmanuel. Je pense qu'en ce moment, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup, en fait, de comment trouver des formes de résistance organique, comme l'a défini le réalisateur. C'est peut-être cela. Ouais. Ben, merci beaucoup, Isa Gelmi.